C'est l'histoire qui pousse des gens à travers tout le pays à se demander ce qui est arrivé à Emmanuel Haro. La police pense désormais que ses parents mentent. Je l'ai sorti du siège auto. Et je l'ai allongé en disant que je pouvais préparer ses couches. Et quelqu'un a dit « Hola » et c'est tout ce dont je me souviens. Selon KABC, la vidéo montre sa mère s'adressant aux caméras après avoir dit avoir été attaqué et que son fils avait été enlevé. Voici ce que le père du bébé a dit en regardant droit dans la caméra. À celui qui a pris notre fils. S'il vous plaît, rendez-le-nous. Mais les forces de l'ordre du sud de la Californie n'excluent plus un acte criminel et doutent des déclarations des parents, alors que l'enfant de 7 mois reste porté disparu et que ceux-ci ont engagé un avocat. Nous sommes sur l'affaire présentée par Law & Crime. Je suis Chris Stewart. J'ai des informations sur la recherche du petit Emmanuel Haro, 7 mois. Aujourd'hui, une organisation nationale à but non lucratif nous a expliqué pourquoi elle a arrêté d'aider à la recherche de ce garçon de 7 mois. J'y reviendrai dans un instant, mais parlons d'abord des raisons pour lesquelles les forces de l'ordre ont du mal à croire les parents d'Emmanuel. Voici une photo de l'enfant de 7 mois, dont nous avons appris le nom jeudi soir. Sa mère a appelé la police depuis un centre commercial et elle avait une histoire terrifiante à raconter sur ce qui venait de se passer, selon elle. Je l'ai sorti du siège auto. Je l'ai allongé et j'ai préparé ses couches. Et quelqu'un a dit « Hola » et c'est tout ce dont je me souviens. Cette vidéo provient de KABC TV. La mère s'appelle Rebecca Haro. Elle a un œil au beurre noir sous l'œil droit. Elle affirme avoir eu cet œil au beurre noir sur un parking de centre commercial à Yucaipa, Californie. Elle a dit qu'elle était là parce qu'elle assistait au match de football de son autre fils jeudi soir. Ils avaient un besoin d'acheter quelque chose au magasin d'articles de sport Big Five. Mais quand elle était sur le parking, le petit Emmanuel, âgé de seulement 7 mois, avait besoin qu'on lui change sa couche. Alors qu'elle faisait cela, quelqu'un l'a attaquée. Voici ce qu'elle a raconté à KTLA. Je prenais la couche quand quelqu'un a dit « Hola ». Je n'ai rien vu après. Je me suis réveillée ici, par terre. Et je n'ai pas vu Emmanuel. Maintenant, elle affirme que quelqu'un s'est approché d'elle sur ce parking. Tout ce dont elle se souvient, c'est qu'ils ont dit « Hola ». Ensuite, elle a perdu connaissance. Elle affirme avoir été agressée. À son réveil, le petit Emmanuel avait disparu. À ce moment-là, les adjoints ont commencé à fouiller la zone. Cela se passe à l'est de Los Angeles. Mais cette histoire, qui, si elle s'était réellement produite, serait le pire cauchemar d'un parent, semble s'effondrer. Ce week-end, les adjoints du shérif du comté de San Bernardino ont indiqué avoir relevé des incohérences dans le récit de la mère, Rebecca. Lorsqu'ils l'ont interrogée, ils disent qu'elle a arrêté de leur parler. En plus, la fondation Uvalde pour les enfants, organisation nationale à but non lucratif, milite pour les enfants. Ils aidaient à la recherche d'Emmanuel lorsque cette histoire a éclaté. Ils offraient également une récompense. Mais à la lumière de ces informations des forces de l'ordre, ils n'aident plus à la recherche. Law & Crime Point, comme a contacté l'organisation à but non lucratif qui nous a répondu ceci. Citation. Nous recevons des informations selon lesquelles Emmanuel n'aurait même pas été signalé comme ayant été vu au match de football. La mère a affirmé qu'ils étaient tous présents, tout en rapportant comme témoin oculaire que l'ecchymose apparente de la mère, acquise lors de l'attaque au Big Five, avait en réalité été acquise avant l'incident. Nous attendons encore la confirmation des forces de l'ordre. Tous ces éléments, associés à nos précédentes observations, ont conduit à notre décision. Voici précisément ce que les forces de l'ordre ont déclaré dimanche. Citation. Les enquêteurs ont interrogé plusieurs personnes, dont les parents d'Emmanuel Jacques et Rebecca Haro. Au cours de ces entretiens, Rebecca a été confrontée à des incohérences dans sa déclaration initiale et a refusé de poursuivre l'entretien. À ce stade de l'enquête, les enquêteurs ne peuvent pas exclure l'hypothèse d'un acte criminel dans la disparition d'Emmanuel. Voici la maison où Emmanuel vivait avec ses parents d'après les registres judiciaires en ligne. Des caméras de télévision ont filmé des détectives enquêtant toute la nuit au domicile d'Emmanuel et nous attendons toujours aujourd'hui une mise à jour pour savoir si cette perquisition a permis de trouver quelque chose en lien avec cette affaire. Selon KTLA, la fille de 2 ans des Haro a été retirée du foyer. On a aussi appris que le père d'Emmanuel, Jake, est en liberté conditionnelle.
condamné en 2023 pour cruauté envers des enfants, suite à une arrestation en 2018. Maintenant, même si les forces de l'ordre ont déclaré qu'un acte criminel ne pouvait pas être exclu, cela a certainement attisé la curiosité du public qui veut savoir ce qui s'est passé. Certains membres de la famille Harrows restent présents. La grand-mère d'Emmanuel s'est adressée aux médias locaux. Elle a dit que le couple Eza Casanier aime leur fils et ne lui ferait jamais de mal. Elle a ajouté que Rebecca a arrêté de coopérer quand la police a demandé un test polygraphique et que son mari lui a conseillé de prendre un avocat. Maintenant, le père d'Emmanuel a aussi pleuré à la télévision, suppliant le public de les aider à retrouver leur fils. Il s'est même adressé à la personne que sa femme accuse d'avoir enlevé leur fils. Voici ce qu'il a dit aux caméras de KABC TV. À la personne qui a pris notre fils, s'il vous plaît, rendez-le nous. Encore une fois, Jake Harrow, le père, il est actuellement en probation. Il doit comparaître le mois prochain au tribunal pour une présumée violation de probation. On ignore si c'est lié à la disparition de son fils. Autre point, nous avons consulté sur Google Maps le parking où Rebecca dit avoir été attaquée et où Emmanuel a été emmené. Et il semble qu'il y ait des caméras de sécurité sur les côtés des bâtiments, mais jusqu'à présent, rien n'indique, ou du moins il n'est pas clair, si quelqu'un possède des informations sur l'incident qu'elle affirme avoir vécu. Le père d'Emmanuel Harrow, Jake, a engagé un avocat qui dit qu'il ne représente pas la mère d'Emmanuel Harrow, Rebecca. Mais cet avocat conteste l'idée que Jake Harrow ne coopère pas avec l'enquête. Je reviendrai sur les propos de l'avocat dans un instant, mais voici quelques-unes des dernières informations reçues des forces de l'ordre de San Bernardino. Nous savons que les adjoints du shérif ont maintenant saisi un véhicule familial à la maison d'Emmanuel Harrow. Un enfant de 2 ans a aussi été retiré du domicile. Vidéo réalisée par Steve Fisher, enquêteur privé spécialisé dans les disparitions, présent cette semaine dans le comté de San Bernardino. Voici la maison des Harrow vue d'en haut. Steve va me rejoindre dans un instant pour parler de ce qu'il a vu. Au cours de la nuit, une blogueuse en ligne connue sous le nom d'Abby Blabby s'est entretenue avec News Nation et elle a parlé d'une conversation qu'elle dit avoir eue avec la mère adoptive de la demi-sœur d'Emmanuel qui a maintenant 7 ans. Lors d'une interview sur News Nation, cette blogueuse évoquait Promise, une jeune fille aujourd'hui aveugle, muette et incapable de s'exprimer, selon elle. La mère adoptive de cette fille est la cousine de l'ex-femme de Jake Harrow. En 2023, Harrow a été condamné pour cruauté envers un enfant. C'est selon les dossiers judiciaires en ligne que nous possédons. Le Daily Breeze possède une déclaration sous serment indiquant que le nourrisson a été admis à l'hôpital avec des côtes fracturées. L'incident a eu lieu en 2018 et Harrow est actuellement en probation pour cette affaire. Cette fille, encore une fois prénommée Promise, a maintenant 7 ans. Cette affaire n'est pas liée à la recherche du jeune Emmanuel, mais ce sont des détails concernant le père d'Emmanuel et son passé criminel. On ne sait pas ce qui est arrivé à Emmanuel Harrow. Tout ce que nous savons de la part des forces de l'ordre, c'est qu'ils le recherchent toujours et que ses parents ont lancé des appels à la télévision dans l'espoir de retrouver leur fils. Tout cela a commencé sur ce parking la semaine dernière, jeudi soir, lorsque Rebecca Harrow a déclaré avoir été agressée à Yucaipa, en Californie, à l'est de Los Angeles. Rebecca a dit qu'elle avait emmené Emmanuel avec elle et qu'elle se rendait dans un magasin d'articles de sport après avoir assisté à un match de football pour l'un de ses autres enfants. Il voulait un protège-dents pour le match de football. Emmanuel, lui, devait être changé. Donc, Rebecca dit qu'avant d'entrer dans le magasin, elle avait Emmanuel dans la voiture et qu'elle allait le changer. Elle dit qu'elle a ensuite entendu quelqu'un dire « Hola » et c'est tout ce dont elle se souvient. Elle dit qu'elle a perdu connaissance. Elle s'est réveillée avec un œil au beurre noir, Emmanuel avait disparu. Elle a cherché de l'aide dans le magasin, mais personne n'avait vu le garçon. Elle a appelé la police, puis a transmis l'histoire aux informations. Je l'ai sorti du siège auto et je l'ai allongé en disant que je pouvais préparer ses couches. Quelqu'un a dit « Oh là, c'est tout ce dont je me souviens ». Elle a raconté cela à KABC TV, puis a répété la même histoire à KTLA. J'allais prendre la couche et quelqu'un a dit « Oh là » et depuis, je n'ai rien vu. Je me suis réveillée juste ici, par terre. Et je n'ai pas vu Emmanuel. Le bureau du shérif du comté de San Bernardino a indiqué avoir relevé des incohérences dans le récit de Rebecca. Quand ils l'ont poussée à s'expliquer, elle a arrêté de coopérer. Les adjoints ont déclaré ne pas pouvoir exclure un acte criminel dans la disparition d'Emmanuel Harrow. Nous savons seulement que les adjoints ont fouillé la maison des Harrow. Ils disent qu'ils disposent de vidéos de surveillance provenant de la zone où cet incident aurait eu lieu. Mais ils n'ont pas l'emplacement exact où Rebecca affirme avoir été attaquée.
Jake Harrow a engagé l'avocat Vincent Hoggs. Il défend son client et il dit que son client coopère avec l'enquête et est prêt à donner une interview. Voici ce qu'il a dit hier soir dans l'émission Benfield sur News Nation. Pourquoi Rebecca et Jake ont-ils cessé de coopérer avec la police s'ils sont désespérés de retrouver le bébé et que la police recherche aussi le bébé? Je ne comprends pas cette affirmation qu'ils ont arrêté de coopérer. J'ai parlé aux détectives hier et suggéré que Jake continue avec eux. Aujourd'hui, je n'ai reçu aucune demande concernant Jake. Je ne représente pas Rebecca, cela doit être très clair. Mais on ne m'a pas demandé de présenter Jake. J'ai proposé de présenter Jake. Ils ont volontairement remis tous leurs appareils électroniques, y compris les mots de passe. Je pense que c'est quelque chose d'énorme dont personne n'a été informé. Au courant? Hughes dit que ce couple supplie le public d'aider à retrouver leur fils. Il précise que, leur voiture saisie, téléphones et mots de passe remis, et vivant dans une région isolée, ils ne peuvent de guère aider aux recherches. Cet avocat a été très clair lors de l'entretien. Il ne représente que Jake Harrow et ne représente pas Rebecca. Une autre information suspecte concernant Rebecca a été révélée, et elle provient d'un rapport de KTLA. D'après ce rapport, Rebecca aurait été vue avec cet œil au beurre noir dès le 3 août. La Fondation Uvalde pour les enfants, une organisation nationale à but non lucratif qui défend les droits des enfants, aidait aux recherches au début. Mais une fois que les incohérences dans l'histoire que racontait Rebecca ont été révélées, ils disent avoir retiré l'argent de la récompense et les ressources de cette recherche. Law and Crime Point a contacté l'association, voici leur réponse. Nous apprenons qu'Emmanuel n'aurait même pas été signalé comme présent au match de football où la mère disait qu'ils étaient tous. Selon un témoin oculaire, l'échymose apparente de la mère, acquise lors de l'attaque au Big Five, aurait en fait été acquise avant l'incident. Nous attendons une confirmation des forces de l'ordre. Ces éléments, avec nos observations précédentes, ont motivé notre décision. Nous recueillons encore des informations auprès des forces de l'ordre concernant l'arrestation des parents du petit Emmanuel Harrow, âgé de 7 mois. Il s'agit désormais d'une enquête pour meurtre. Voici une vidéo drone prise aujourd'hui à Cabazon, Californie par Steve Fisher, détective privé spécialisé en personnes disparues, au-dessus de la maison de Rebecca et Jake Harrow. Au départ, les forces de l'ordre ont déclaré qu'elles menaient à ce une opération au domicile. Mais peu après, elles nous ont informé que Rebecca et Jake Harrow avaient été placés en garde à vue, accusés de meurtre. Au moment de cet enregistrement, les adjoints du shérif déclarent qu'ils poursuivent de leurs recherches pour retrouver Emmanuel Harrow, âgé de 7 mois. Photo diffusée du garçon par les forces de l'ordre. L'histoire débute jeudi soir dernier quand la mère a déclaré avoir été attaquée et que son fils avait été enlevé alors qu'elle le changeait sur le parking d'un magasin de sport à 22 minutes de leur domicile à Yacaipa, Californie. Ils l'ont allongé et ont dit que sa couche était prête et quelqu'un a dit « Oh là !» et c'est tout ce dont je me souviens. Rebecca a dit cela sur KABC TV. Voici ce qu'a dit Jake Harrow, le père. Celui qui a pris notre fils. S'il vous plaît, rendez-le-nous. Dans les jours suivants, pendant les recherches d'Emmanuel, les adjoints du shérif ont relevé des incohérences dans le récit de Rebecca Harrow. Ils ont dit que lorsqu'ils l'ont confrontée à ces incohérences, elle a cessé de coopérer avec eux. Les adjoints du shérif n'ont pas écarté un acte criminel. Les adjoints du shérif disent aussi qu'ils ont retiré un enfant de 2 ans du domicile et qu'ils ont saisi une voiture familiale. Ils avaient également déjà exécuté des mandats de perquisition dans cette maison. Il n'est donc pas clair aujourd'hui quelles preuves ont conduit les adjoints à arrêter et à être convaincus qu'il s'agissait d'un meurtre. Jake Harrow a un avocat nommé Vincent Hughes. Et depuis hier, il affirmait que son client était innocent et prêt à parler aux enquêteurs. Voici ce qu'il a dit sur Banfield de News Nation. Pourquoi Rebecca et Jake ont-ils cessé de coopérer avec la police s'ils sont désespérés de retrouver le bébé et que la police cherche aussi le bébé? Je ne sais pas d'où viennent ces affirmations selon lesquelles ils auraient cessé de coopérer, Ashley. J'ai parlé aux détectives hier et proposé que Jake continue avec eux. Aujourd'hui, aucune demande pour parler à Jake ne m'a été communiquée. Je ne représente pas Rebecca, c'est très clair. On ne m'a pas demandé de présenter Jake. J'ai proposé de présenter Jake. Ils ont volontairement remis tous leurs appareils et mots de passe. Je pense que c'est énorme et que personne n'en a été informé. Au courant. Nous avons contacté Hughes aujourd'hui pour obtenir un commentaire concernant l'arrestation de son client. Il ne nous a pas encore répondu au moment de cet enregistrement. Lors de l'interview, il a clairement indiqué ne représenter que Jake Harrow.
Il ne défend pas Rebecca, la femme de Jake, elle aussi accusée de meurtre. On ne sait pas clairement quand Emmanuel a été vu pour la dernière fois. C'est un élément très important de cette histoire. Rebecca a déclaré que l'enfant était avec elle à un match de football pour son autre fils lorsqu'elle s'est rendue au magasin d'articles de sport où elle a affirmé que l'enlèvement avait eu lieu. Mais de nouvelles informations remettent sérieusement en doute cette affirmation. La fondation Uvalde pour les enfants est une organisation à but non lucratif qui aidait à la recherche d'Emmanuel. Ils ont d'abord offert une récompense, mais ils nous ont dit qu'ils se sont retirés de l'aide et ont retiré leur récompense lorsqu'ils ont appris qu'Emmanuel n'avait pas été vu à ce match de football. De plus, des questions se posaient sur l'hématome de Rebecca, jugé trop ancien pour correspondre à la chronologie qu'elle a donnée aux autorités et au public. Nous avons beaucoup à aborder dans la recherche d'Emmanuel Harrow. Au moment de cet enregistrement, Emmanuel est toujours porté disparu. Son corps reste introuvable. Malheureusement, les adjoints ne s'attendent pas à retrouver Emmanuel vivant, car ses parents ont été inculpés de meurtre. Ils pensent que cet enfant a été tué. Voici les photos d'identité judiciaire récemment publiées de Jake et Rebecca Harrow. Tous deux sont incarcérés depuis vendredi matin dans le comté de Riverside, en Californie. Le bureau du shérif du comté de San Bernardino les a arrêtés. Voici une vidéo publiée vendredi par le bureau du shérif montrant les deux escortés hors de leur domicile. C'était le matin. Il semble qu'ils étaient encore en pyjama et en caleçon lorsqu'ils ont été conduits vers les voitures de police pour être placés en garde à vue. Tout cela a eu lieu hors de Los Angeles. Maintenant, on ne sait pas vraiment quelles sont les preuves que les enquêteurs possèdent qui les ont poussés à procéder à une arrestation et à croire qu'Emmanuel a été assassiné. Il y avait de l'espoir cette nuit que le corps d'Emmanuel serait retrouvé. Voici une image de KABC-TV montrant Jake Harrow debout avec des enquêteurs dans une zone près d'une autoroute à environ 35 km de chez lui. Cela s'est passé la nuit dernière. Les adjoints ont déclaré avoir fouillé la zone avec des chiens renifleurs pendant la présence de Jake sans trouver les restes d'Emmanuel. Concernant la femme de Jake, Rebecca, vous avez sans doute vu son interview sur KABC où elle affirme que son fils a été enlevé et qu'elle a été agressée. Voici son récit. Siège auto. Et je l'ai couché et j'ai dit que sa couche était prête. Et quelqu'un a dit « Hola !» et c'est tout ce dont je me souviens. Maintenant, selon les adjoints du shérif du sud de la Californie, il s'agirait d'un mensonge présumé. Rebecca s'exprime désormais depuis la prison et vient de donner une interview. Elle a été publiée presque en même temps que Jake était dehors avec les détectives. Avant de parler de ses propos actuels, rappelons comment elle et son mari se sont exprimés publiquement avec leurs prétendues larmes de crocodile il y a plus d'une semaine. Réécoutons cet extrait de Rebecca. Lui sortir du siège auto. Et je l'ai allongé pour pouvoir préparer ses couches. Et quelqu'un a dit « Hola !» et c'est tout ce dont je me souviens. Donc, il y a Rebecca qui hyperventile sur KABC, c'était le 14 août. Je noterai que la chaîne de télévision dit qu'ils n'ont vu aucune larme dans ses yeux pendant qu'elle donnait cette déclaration émotive. Elle dit qu'Emmanuel et elle sont allés dans un magasin de sport à Yucaipa, Californie, jeudi soir après un match de football pour l'autre fils des Harrow. Avant d'entrer dans le magasin, Rebecca a dit qu'Emmanuel devait être changé et est allé le faire. Et c'est à ce moment-là qu'elle a entendu quelqu'un dire « Hola ». Ensuite, elle se souvient seulement d'être au sol, Emmanuel avait disparu. Son œil au beurre noir en témoigne, n'est-ce pas? Qu'elle ait été agressée? Cette histoire semble s'effondrer. On nous a dit que cet hématome semblait être en train de guérir depuis un bon moment. Et il a été révélé qu'elle avait en fait, selon les rapports, ce cocard près de 2 semaines avant son appel aux forces de l'ordre et son histoire de ce prétendu enlèvement. Jake Harrow a aussi déclaré ceci aux caméras de KABC. À la personne qui a pris notre fils, je vous en prie, rendez-le nous. Au début, les gens de cette communauté se sont rassemblés autour de cette famille. Si c'était une histoire vraie, ce serait effrayant qu'un garçon soit enlevé sur un parking de magasin de sport et que sa mère soit agressée. Mais les forces de l'ordre, dans les heures et les jours qui ont suivi la première version de cette histoire, disent avoir trouvé des incohérences dans les propos de Rebecca et l'ont confrontée à ce sujet. C'est alors, disent-ils, qu'elle a arrêté de coopérer avec l'enquête. Dans les jours suivants, les forces de l'ordre ont perquisitionné plusieurs fois chez les Harrow dans le sud rural de la Californie. Voici une vidéo de drone réalisée par l'enquêteur privé Steve Fisher qui suit cette affaire depuis le sud de la Californie et est venu plusieurs fois dans cette émission. Vous pouvez voir sur cette vidéo prise par drone des membres des forces de l'ordre emporter des sacs de preuves autour de la propriété. Dans les interviews télévisées, ce couple semblait uni, assis côte à côte, appelant à faire plus et espérant que leur fils puisse être retrouvé.
La nuit dernière, un fait intéressant est survenu. Le même jour où Jake assistait aux recherches avec les forces de l'ordre, ils n'ont toujours pas retrouvé le corps d'Emmanuel. Alors qu'ils cherchèrent dans une zone avec Jake Harrow, Rebecca a accordé hier une interview à un journaliste du Southern California News Group. Et selon cette interview, elle ne renonce pas à son histoire. Elle a dit, je cite, « Je n'abandonnerai pas. Je n'abandonnerai pas mon bébé. » Elle a maintenu qu'elle dit la vérité, qu'elle a été agressée et qu'Emmanuel a été enlevé. Le journaliste a noté que l'œil au beurre noir est encore visible, mais qu'il s'est nettement estompé sur le visage de Rebecca. Elle ne semble pas avoir d'autres blessures. Si elle était tombée après le coup de poing, ce petit œil au beurre noir semble être sa seule blessure après cette prétendue agression. Maintenant, il n'est pas clair si Rebecca a eu une quelconque communication avec son mari depuis son arrestation. On ignore si Rebecca a un avocat ou une représentation. Elle doit comparaître au tribunal demain, comme Jake. Nous savons que Jake a un avocat. Le nom de son avocat est Vincent Hughes. Il est allé sur News Nation déclarer l'innocence de son client et questionner l'inaction des forces de l'ordre concernant la disparition d'un garçon que son client dit avoir été kidnappé. Il a affirmé que son client collaborait avec la police. Voici la suite de ses propos. Pourquoi Rebecca et Jake ont-ils cessé de coopérer avec la police s'ils sont désespérés de retrouver le bébé et que la police le recherche aussi? Je ne comprends pas pourquoi on dit qu'ils ne coopèrent plus, Ashley. J'ai parlé aux détectives hier et proposé que Jake leur parle. Aujourd'hui, aucune demande pour parler à Jake ne m'a été communiquée. Je ne représente pas Rebecca, cela doit être très clair, mais on ne m'a pas demandé de présenter Jake. Et j'ai proposé de présenter Jake. Ils ont volontairement remis tous leurs appareils électroniques, y compris les mots de passe. Je pense que c'est quelque chose d'énorme dont personne n'a été informé. Cette interview a eu lieu avant l'arrestation de Jake. Après son arrestation, nous avons contacté le bureau de Hughes. Un assistant nous avait promis de nous recontacter, mais nous n'avons toujours rien reçu à l'enregistrement. Il y a plusieurs grandes questions qui restent sans réponse pour le moment dans cette histoire. Les plus importantes, bien sûr, où est Emmanuel? Qu'est-il arrivé à Emmanuel? Il n'est pas non plus clair quand ce garçon a été vu pour la dernière fois. La blogueuse Annie-Élise a confié à News Nation que, d'après ses sources, cela dure depuis au moins un mois. Des personnes ont aussi signalé ne pas avoir vu Emmanuel à ce match, bien que sa mère affirme qu'ils y étaient avant qu'elle ne déclare avoir été agressée. Les Harrow auraient aussi été vus sur le parking de ce magasin de sport à Yucaipa des semaines avant la nuit où Rebecca affirme avoir été attaquée. Le couple aurait demandé aux employés du magasin où étaient les caméras de sécurité, affirmant alors que leur voiture avait été cambriolée. Alors, on ne peut que se demander ce que Jake a dit aux détectives hier pour les amener dans ce champ. Est-ce qu'il jouait simplement avec eux? Ou sait-il vraiment où se trouve le corps d'Emmanuel? Et est-ce qu'il s'éloigne complètement de la version de son épouse selon laquelle elle a été attaquée? Puisque nous parlons de Jake, il est aussi important d'évoquer son passé. En 2018, il a été arrêté pour cruauté volontaire envers un enfant. Il a été condamné pour cela en 2023 et il est actuellement en probation. Et cela a soulevé beaucoup de questions pour les procureurs sur la façon dont il a pu obtenir cet accord. Daily Breeze détient une déclaration sous serment liée à cette affaire. La fille de Harrow, âgée de 10 semaines, a été hospitalisée pour des côtes fracturées. La blogueuse Abby Blaby a interviewé la mère adoptive de la fillette aujourd'hui âgée de 7 ans. Et la femme dit que la fillette est aveugle. Elle ne peut pas parler, tout cela à cause de ce que Jake Harrow aurait fait. Harrow aussi. Il devait comparaître au tribunal le mois prochain pour avoir violé sa probation dans une affaire de possession d'armes à feu. Maintenant, il est accusé de meurtre, tout comme sa femme, et tous deux doivent comparaître devant le tribunal demain pour ses chefs d'accusation dans le comté de Riverside en Californie, alors que la recherche du petit Emmanuel se poursuit. Lorsque Rebecca et Jake Harrow sont apparus à la télévision, quelques heures après avoir affirmé que Rebecca avait été agressée et que le petit Emmanuel, 7 mois, avait été enlevé sur le parking d'un centre commercial à Yucaipa, Californie. Ils sont apparus comme un front uni. Il est probable cependant qu'ils n'aient pas eu beaucoup de contacts depuis leur arrestation vendredi dernier. Ils sont détenus séparément dans le comté de Riverside, Californie. Cette vidéo vient d'arriver de News Nation. Jake et Rebecca Harrow ont comparu aujourd'hui devant le tribunal du comté de Riverside, Californie, en tenue de prisonniers. Ils sont restés silencieux lors de cette courte comparution au tribunal. La caution pour chacun est désormais d'1 million de dollars. Ils doivent revenir au tribunal le 4 septembre, soit jeudi prochain. Le procureur du comté de Riverside a aujourd'hui formellement inculpé les Harrow.
Nous avons la plainte pénale qui accuse Jake et Rebecca de meurtre et d'un chef d'accusation criminel pour avoir déposé un faux rapport. Dans les documents, sous le chef d'accusation de meurtre, il est indiqué que les Harrow ont tué l'enfant, identifié uniquement comme bébé Do à un moment donné entre le 5 et le 14 août. Le 14, c'est le jour où Rebecca a affirmé avoir été agressée et où Emmanuel a été enlevé du parking du centre commercial à Yacapa, en Californie. C'est cependant la première fois que nous voyons les forces de l'ordre identifier la date du 5 août. Ce document comporte également un paragraphe expliquant qu'il s'agit d'une affaire de violence domestique présumée et que des actes antérieurs de violence domestique pourraient être utilisés comme preuve contre les Harrow. Tous deux ont été arrêtés vendredi dernier. Une équipe du Special Weapons and Tactics les a placés en garde à vue à leur domicile. Au début de l'affaire, le couple a tenté de détourner l'attention, déclarant que le petit Emmanuel, 7 mois, avait été enlevé après que Rebecca, agressée et frappée au visage, a perdu connaissance sur un parking à Yacaipa, Californie. Voici ce qu'ils ont déclaré à KABC-TV. Celui qui a pris notre fils. S'il vous plaît, rendez-le-nous. Il l'a sorti du siège auto. Je l'ai allongé pour préparer ses couches. Et quelqu'un a dit Ola, et c'est tout ce dont je me souviens. La chaîne de télévision a remarqué l'absence de larmes chez Rebecca. Les forces de l'ordre ont jugé l'histoire incohérente. Un acte criminel n'était pas exclu, puis les deux ont été arrêtés quelques jours après. Et cette affaire est passée d'une disparition à une recherche de restes dans le cadre d'une enquête pour meurtre. Dimanche, il y a eu un développement majeur. Photo de Jake près d'une autoroute à 35 km de chez lui, en combinaison de prisonnier. Il se tient avec des détectives, et c'est vraiment tout ce que nous savons ou tout ce que les forces de l'ordre ont confirmé. Ils n'ont pas dit pourquoi ils sont allés dans cette zone et ils n'ont rien dit sur ce que Jake aurait pu leur dire depuis qu'il est en garde à vue. Mais, de façon choquante, le même jour, Rebecca a parlé à un journaliste nommé Brian Rocco, d'un groupe de presse du sud de la Californie. Et Rebecca, depuis la prison, maintient sa version, affirmant qu'elle est la victime d'une agression et que son jeune garçon a été enlevé. Elle veut qu'il soit retrouvé et que les gens continuent de le chercher, même si les forces de l'ordre et apparemment le reste du monde disent que c'est un mensonge. Nous avons quelques grandes mises à jour à vous donner aujourd'hui dans l'affaire concernant Emmanuel Harrow. Le procureur du comté de Riverside a déclaré qu'il a une idée de l'endroit où se trouve le corps d'Emmanuel Harrow et il a également une idée de ce qui est arrivé à Emmanuel Harrow prétendument aux mains de ses parents. Le procureur, Michael Estrin, a donné mercredi une conférence de presse avec les forces de l'ordre impliquées dans l'affaire. Et non seulement nous avons appris davantage sur la recherche d'Emmanuel et sur l'affaire contre ses parents, mais nous avons également découvert plus d'informations sur une précédente affaire de maltraitance d'enfants impliquant Jake Harrow qui remonte à 2018. Et le procureur n'a pas hésité à dire que le juge avait accordé une faveur à Harrow et que c'était une mauvaise décision. Maintenant, avant d'en arriver à cette partie de l'histoire, laissez-moi vous donner les dernières informations sur l'état actuel de la recherche d'Emmanuel Harrow et sur l'affaire contre ses parents. Selon News Nation, voici une vidéo de Jake et Rebecca Harrow au tribunal mardi. Ils sont maintenant officiellement accusés du meurtre de leur fils de 7 mois. Leur audience au tribunal mardi a été brève. Ils n'ont pas pris la parole. Ils n'ont pas montré beaucoup d'émotion et n'ont pas présenté de plaidoyer. Ils devraient être formellement inculpés la semaine prochaine, le 4 septembre. Nous avons appris hier, dans la plainte pénale que nous avons reçue, que les forces de l'ordre pensent qu'Emmanuel Harrow est décédé dès le 5 août ou aux alentours de cette date. 9 jours avant, ses parents sont passés sur KABC pour déclarer que Rebecca Harrow avait été agressée et qu'Emmanuel avait été enlevé sur un parking à Yacaipa, Californie. Ils l'ont sorti du siège auto. Et je l'ai allongé pour pouvoir préparer ses couches. Et quelqu'un a dit « Hola !» Et c'est tout ce dont je me souviens. Celui qui a pris notre fils. S'il vous plaît, rendez-le-nous. Jake et Rebecca Harrow font également face à une accusation criminelle pour avoir fait une fausse déclaration. Les forces de l'ordre ont affirmé avoir su en moins de 24 heures que l'histoire des Harrow n'était pas vraie. Une information majeure issue de la conférence de presse d'aujourd'hui a été lorsque le procureur du comté de Riverside a été interrogé s'il avait une idée de l'endroit où se trouvent les restes du petit Emmanuel. Ceci provient de News Nation. Oui, nous avons une indication assez forte de l'endroit où se trouvent les restes du petit Emmanuel. Donc, cette enquête est en cours pour le moment. Le procureur n'a pas voulu donner plus de détails sur l'endroit en question et il n'a pas clairement affirmé qu'il savait où se trouvent les restes d'Emmanuel.
Vous vous souvenez sûrement de cette image, selon KABC, de Jake Harrow, avec des adjoints du shérif au bord d'une autoroute à environ 35 km de chez lui dimanche. Les restes d'Emmanuel n'avaient pas été retrouvés à ce moment-là. Quand on lui a demandé ce qui s'était passé pendant la recherche et pourquoi Jake Harrow était là, le shérif du comté de San Bernardino a dit obtenir une certaine coopération du suspect, sans donner plus de détails. Mais aujourd'hui, un rapport choc a été publié selon la fondation Uvalde pour les enfants. C'est une organisation à but non lucratif qui aidait à l'origine dans la recherche d'Emmanuel Harrow. Et ils nous ont dit qu'ils ont appris que Jake Harrow avait avoué alors qu'il était en prison. Harrow aurait avoué à un informateur Perkins. C'est un agent des forces de l'ordre infiltré qui se fait passer pour un codétenu. Nous cherchons à obtenir un commentaire des forces de l'ordre pour savoir si Jake a vraiment avoué. Il semble cependant, du moins au moment de cet enregistrement, que sa femme, qui est détenue dans un autre établissement, maintient sa version des faits. Du moins, c'était le cas dimanche, lorsque Jake était dehors avec les adjoints, car Rebecca Harrow a accordé une interview à un journaliste du groupe de presse du sud de la Californie depuis la prison. Et nous avons parlé avec le journaliste Brian Rocos mardi, et voici ce qu'il nous a dit qu'elle avait déclaré. Elle, vous savez, est restée fidèle à ses convictions. Je lui ai donné toutes les occasions de dire « Eh bien, Jake était derrière tout ça » ou « Je suis une victime de violence domestique ». Je lui ai donné amplement l'occasion de changer sa version des faits. On ne sait pas exactement ce que Harrow a dit en prison, mais nous venons d'apprendre du procureur du district comment il pense que le petit Emmanuel est mort. Plus d'infos grâce aux caméras de News Nation. Le dossier dans cette affaire reflète notre conviction que le petit Emmanuel a été maltraité, victime de violences envers les enfants sur une certaine période et qu'à cause de ces mauvais traitements, il a finalement succombé à ses blessures. Une partie de la conférence portait sur une ancienne affaire de maltraitance d'enfants impliquant Jake Harrow alors qu'il était marié à quelqu'un d'autre. En 2018, la fille de Harrow, âgée de 10 semaines, a été hospitalisée alors qu'elle était nourrisson. Elle avait des fractures et Harrow a été inculpé de cruauté envers les enfants. En 2023, il a été condamné dans cette affaire. Et le procureur dit que la fillette, qui a maintenant 7 ans, souffre de blessures à vie à cause de Jake Harrow. Elle est alitée, incapable de parler. Elle fait face à d'autres difficultés dans sa vie. Tout cela à cause de l'homme qui aurait ensuite assassiné son fils de 7 mois. Aussi horrible que fut ce crime de 2018, Harrow n'est pas allé en prison. Il a reçu une peine avec sursis. Ce n'était pas un accord de plaidoyer, mais un plaidoyer devant le tribunal selon le procureur. La décision de ne pas infliger une lourde peine de prison à Harrow a été prise par un juge. C'était un juge du comté de Riverside, mais il venait du comté de San Bernardino selon le procureur. Le procureur de Riverside, en poste depuis 2014, s'est exprimé à ce sujet. C'était donc une affaire que son bureau a poursuivie. Et le juge a décidé, comme il en a le droit, dans cette affaire, il a estimé que M. Harrow méritait une faveur supplémentaire et lui a accordé une mise à l'épreuve et, en gros, 180 jours de travail d'intérêt général, ce qui revient à peu près à du service communautaire. Je dirais que c'était une erreur de jugement scandaleuse, de la part de ce juge. Les Harrow sont dans des prisons différentes et comparaîtront tous deux au tribunal le 4 septembre. Je vais bientôt m'entretenir avec le journaliste du sud de la Californie, qui est peut-être la seule personne à avoir parlé à la fois avec Jake et Rebecca Harrow depuis leur arrestation il y a près d'une semaine. Les Harrow sont détenus dans des établissements séparés. Vidéo de KTLA prise lors de leur passage au tribunal cette semaine à Riverside, Californie. Les deux parents sont accusés de meurtre et d'avoir déposé un faux rapport sur la disparition de leur fils de 7 mois, Emmanuel. Le procureur du comté de Riverside a annoncé hier qu'Emmanuel est mort suite à de longs mauvais traitements. Le dépôt dans cette affaire reflète notre conviction que le petit Emmanuel a été maltraité, victime de violences répétées au fil du temps, et qu'à cause de ces mauvais traitements, il a finalement succombé à ses blessures. C'est ce que nous pensons. Vous entendrez dans un instant ce que Jake Harrow a répondu à cela. Il y a également eu un rapport publié hier selon lequel Jake Harrow aurait avoué à un agent des forces de l'ordre infiltré en prison, il aurait avoué avoir tué son fils, c'est ce que disait le rapport. Cela vient de la fondation Uvalde pour les enfants. Cette organisation nationale à but non lucratif a aidé à rechercher Emmanuel avant que la police n'accuse les parents de mentir. News Nation a également publié un rapport affirmant que Jake Harrow avait avoué avoir tué son fils.
Il y avait beaucoup de similitudes entre les reportages de News Nation et ce que disait la Fondation, mais dans le rapport de News Nation, ils affirmaient que Jake Harrow avait avoué à cet informateur s'être retourné dans son lit et avoir tué Emmanuel de cette manière avant de jeter son corps à la poubelle. Lors de la conférence de presse, le procureur du district de Riverside a dit vouloir s'exprimer car les Sarro avaient été les premiers à parler dans cette affaire. Ils sont passés à la télévision le 14 août. Voici une vidéo de KABC. Je pouvais préparer ses couches. Et quelqu'un a dit hola. Et c'est tout ce dont je me souviens. Celui qui a pris notre fils? S'il vous plaît, rendez-le-nous. Les Arrows semblaient ne former un front uni jusqu'à leur arrestation vendredi dernier. Voici une vidéo du bureau du shérif du comté de San Bernardino, montrant les adjoints arrêtant les Sarro. Mais il semble maintenant y avoir un changement dans ce que chacun d'eux dit depuis qu'ils sont en prison et séparés. Brian Rocos a parlé à Rebecca Arrow dimanche dernier en prison. Il travaille pour le Southern California News Group. Il dit que Rebecca lui a raconté qu'elle avait été agressée sur un parking à Yucaipa, en Californie, et qu'Emmanuel avait été enlevé. C'est exactement la même histoire qu'elle a racontée lors de cette interview à la chaîne locale et aux forces de l'ordre, le jour même où elle a déclaré qu'Emmanuel avait été enlevé. Il est important de noter que les forces de l'ordre pensaient qu'Emmanuel était décédé dès le 5 août ou aux alentours de cette date, soit environ 10 jours avant le reportage dans lequel Rebecca et Jake ont affirmé que Rebecca avait prétendument été agressée sur ce parking à Yucaipa. Mais ce même jour où Brian Rocos a parlé à Rebecca Harrow en prison, Jake Harrow était dehors, dans un champ, avec des adjoints du shérif qui cherchaient Emmanuel. Voici une image selon KABC. Jusqu'à présent, il n'est toujours pas clair pourquoi Jake Harrow se trouvait avec les adjoints dans ce champ à environ 22 minutes de chez lui, juste à côté d'une autoroute. Les forces de l'ordre ont déclaré qu'elles n'avaient pas trouvé les restes d'Emmanuel ce jour-là et qu'elles ne les ont toujours pas à l'heure actuelle. Jake Harrow, cependant, s'exprime depuis la prison. Il a donné une interview au même journaliste, Brian Rocos, qui avait parlé à Rebecca Harrow dimanche. Et j'ai parlé à Brian de ce que Jake Harrow lui a dit il y a peu de temps. Nous accueillons Brian Rocos du Southern California News Group. Lisez ses articles. Sur pressentreprise.com et il vient tout juste de parler avec Jake Harrow en prison. Belle interview, Brian. Merci d'avoir passé autant de temps avec nous sur Law and Crime. Entrons dans le vif du sujet. Qu'est-ce que Jake Harrow t'a dit en prison? Eh bien, son interview était différente de celle que j'ai faite avec Rebecca, dans la mesure où Rebecca est restée sur sa version selon laquelle elle avait été victime d'une agression et que le petit Emmanuel avait été enlevé. Et Jake n'a pas dit cela. Il n'a pas dit qu'il y avait eu un enlèvement. Il n'a pas dit non plus qu'il n'y en avait pas eu. Il a juste dit que Vanessa était innocente. Et je lui ai demandé directement, es-tu responsable de la disparition d'Emmanuel? Et tout ce qu'il disait, c'était, eh bien, je ne peux vraiment pas en parler sur les conseils de mon avocat. Il ne savait pas que plus tôt dans la journée, Mike Hestrian, le procureur du comté de Riverside, avait déclaré qu'il pensait qu'Emmanuel était mort à cause de mauvais traitements répétés. Alors, j'ai dit à Jake ce que le procureur avait déclaré et il a répondu, ce n'est pas du tout vrai. Mais ce qu'il n'a pas dit, c'est, y a-t-il eu une forme de maltraitance à court terme? Je lui ai demandé s'il y avait eu un accident. Vous savez, je lui ai donné, vous voyez, plein de pistes à explorer et il ne voulait tout simplement pas en parler du tout. Alors, on se demande ce qu'il y a là. En considérant que lui, vous savez, la grande question que vous et tout le monde se pose, c'est qu'est-il arrivé au petit Emmanuel? Et il accepte cette interview. Pourtant, quand vous posez la question, on n'obtient qu'une non-réponse basée sur des conseils juridiques. Pourquoi a-t-il accepté l'interview? Eh bien, il semblait être quelqu'un qui aime parler. Il voulait aborder certains points. Et la façon dont j'aborde ces entretiens, c'est toujours, j'aimerais raconter votre version de l'histoire dans notre journal. Et pour beaucoup de gens, c'est tout simplement irrésistible, surtout quand ils ont l'impression d'avoir été lésés ou parfois quand ils pensent qu'ils peuvent dire quelque chose qui serait favorable à leur situation. Mais ce dont ils voulaient vraiment parler en détail,
c'était de sa condamnation en 2023 où il a plaidé coupable de cruauté volontaire envers un enfant. Et lui, je n'ai pas mis beaucoup de détails dans l'article simplement parce que je n'allais pas pouvoir obtenir l'autre version de l'histoire, mais il a vraiment chargé sa femme de l'époque, Vanessa, sur son rôle possible dans les blessures très très graves de leur fille, Carolina, qui est maintenant alitée de façon permanente. Jake avait dit qu'il baignait le bébé et qu'elle lui avait échappé des mains, heurtant sa poitrine contre la séparation de l'évier. À ce moment-là, elle ne semblait pas blessée. Mais plus tard dans la nuit, au milieu de la nuit, Vanessa l'a réveillé et lui a dit il y a quelque chose qui ne va pas avec le bébé. Et il a touché ses côtes et il a senti un crépitement. Et c'était une description qui figurait dans les documents du tribunal. Et c'est la description qu'il m'a donnée hier. Et il a fait diverses accusations contre Vanessa sur son aptitude à être mère et sur la façon dont elle s'est comportée cette nuit-là. Et il a clairement fait comprendre qu'il se considérait comme innocent. Il a clairement indiqué qu'il voulait que l'affaire soit jugée, mais qu'il avait l'impression d'avoir été poussé à accepter un accord de plaidoyer. Et il pensait que la peine de 180 jours de travail d'intérêt général, où l'on se présente à la prison puis on est relâché le soir après avoir ramassé des déchets ou autre, ainsi qu'une peine de prison de 4 ans avec sursis, était juste. Selon ses propres mots, il a dit que le juge pensait qu'il était innocent. Maintenant, je prévois d'obtenir la transcription de cette audience et de découvrir exactement ce qui a été dit. Oui, car hier, lors de la conférence de presse du procureur du comté de Riverside, beaucoup l'opinion opposée sur la façon dont tout cela s'est passé et a dit que le juge avait même déclaré que Jake Harrow avait eu de la chance. Et, vous savez, cet incident s'est produit en 2018 et puis l'affaire s'est terminée en 2023, ce qui était une chronologie intéressante. Qu'est-ce qui vous a frappé dans le langage corporel de Jake Harrow lors de votre conversation en prison ? Il transpirait, il s'essuyait le visage. Bien sûr, il est en prison et il fait près de 40 degrés là-bas à Banning. Donc, je ne sais pas quel genre de climatisation il avait là-dedans. Il n'avait pas l'air effrayé. Il ne semblait pas inquiet. Il semblait plus préoccupé par le fait de faire passer son point de vue, à savoir qu'il avait l'impression que le procureur du district et les autres enquêteurs partaient du principe que simplement parce qu'il avait été condamné en 2023, il devait forcément avoir tué le petit Emmanuel. Il a l'impression qu'ils ont fait ce raccourci sans preuve. Et donc c'est ce qui l'inquiète, mais il voulait s'exprimer très précisément. Est-ce qu'il, tu sais, même s'il donne un peu le genre de réponse, eh bien, sur les conseils de l'avocat, je ne peux pas vraiment parler de ceci, parler de cela. Et puis parfois, pour moi, lors d'une interview, tu sais, peut-être que tu essayes de prendre une direction, tu pars à gauche, et ils disent « Eh, pas par là ». Et puis peut-être, tu sais, il y a d'autres petits éléments que tu peux essayer de dévoiler. Par exemple, est-ce qu'il t'a donné le moindre indice qui t'a marqué par rapport à ce qu'on a entendu ? Il est passé à la télé pour demander qu'on ramène son fils, et maintenant il est en prison. Est-ce qu'il a dit quelque chose qui t'a marqué, qui t'a permis de deviner ce qu'il pense qu'il s'est passé ou pas ? Évidemment, il sait ce qui s'est passé. Évidemment, il a reconnu que ce sont des accusations très graves. Tu sais, il a reconnu les personnes qui réclament sa tête, les gens sur les réseaux sociaux. Il n'a vraiment pas dit grand-chose à propos de, vous savez, la reprise des recherches. Mais vous savez, on a eu des hauts et des bas. Il coopérait, puis il ne coopérait plus, selon la personne à qui vous parliez. Et il a dit qu'il coopérait pleinement. Et cela rejoint ce qu'a dit le shérif du comté de San Bernardino, le shérif Shannon Dykes, lors de la conférence de presse, à savoir qu'il recevait la coopération des suspects. Donc, si cela incluait Jake Harrow disant « J'ai enterré le bébé près de l'autoroute », je ne sais pas. Jake n'a pas expliqué comment il s'est retrouvé avec les enquêteurs là-bas, dans les Badlands, comme on les appelle, sur cette colline couverte de broussailles.
Ça, on dirait qu'il y a quelque chose qu'il ne dit pas. Et c'est plus que simplement, eh bien, Emmanuel a été kidnappé, mais je ne peux pas aller aussi loin pour l'instant. Oui, parce que, vous savez, hier, il y a eu le grand reportage de News Nation. Et puis, il y avait cette association à but non lucratif qui nous avait envoyé un message, la Fondation Ouval pour les enfants, qui a participé à la recherche au début, puis ne l'a plus fait. Et puis, vous savez, dans les deux cas, ça semblait très similaire. Il y avait cette confession en prison, disait-il, l'informateur, un informateur Perkins, dont je n'avais jamais entendu parler, qui, d'après le rapport, entre, s'assoit avec Jake Harrow. En fait, c'est un agent des forces de l'ordre, et il lui raconte tout, disant que le rapport indiquait que Jake avait balancé Emmanuel. C'est comme ça qu'il était mort, et ensuite, ils ont mis le corps d'Emmanuel à la poubelle. Les forces de l'ordre ont rejeté cela et ont dit que ce n'était tout simplement pas vrai. Y a-t-il eu quelque chose dans votre conversation avec lui ou en couvrant cette histoire qui vous a marqué lorsque cela a commencé à faire la une hier ? Oui, je n'étais pas au courant de ces rapports au moment où j'ai parlé avec Jake. Mais en regardant les rapports, l'un d'eux disait apparemment que Jake avait, vous savez, ils avaient tué Emmanuel et l'avaient mis à la poubelle. Et l'autre, dans cette émission de la même personne, c'était que Jake avait enterré Emmanuel dans une zone rurale. Et le journaliste a dit qu'il avait vérifié, revérifié avec ses sources et qu'il croyait que les deux versions étaient vraies. Mais ce qui est étrange, c'est que les deux ne peuvent pas être vrais, c'est forcément l'un ou l'autre. Et maintenant, les forces de l'ordre disent qu'aucune des deux versions n'est correcte. Donc, vous savez, tout revient au fait que les gens utilisent des sources non identifiées pour obtenir des informations. Il faut sérieusement réfléchir à la véracité de ces informations. Je veux dire, nous, au sein du groupe de presse de Californie du Sud, nous sommes vraiment, vraiment, vraiment réticents à utiliser des sources anonymes, à moins que nous sachions que la personne est directement en position de savoir. Et c'est quelque chose que nous pourrions peut-être confirmer plus tard. Donc, c'est difficile pour les gens, comme vous l'avez vu, avec tous les vlogueurs et blogueurs et des détectives amateurs en ligne et ainsi de suite, là, qui avancent leurs propres théories sur ce qui se passe et des particuliers qui essaient d'organiser des groupes de recherche. Il est très difficile pour le public d'être patient et d'attendre que les forces de l'ordre fassent leur travail et découvrent la vérité, ce qu'elles finiront par faire.